Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Les violences conjugales restent l'un des fléaux les plus préoccupants au Fénoua. Selon la Cour des comptes, en 2023, le taux de violence intrafamiliale a atteint 8,13 pour 1000 habitants en Polynésie, contre 5,12 en moyenne nationale. Les derniers chiffres publiés en ligne confirment d'ailleurs cette tendance. Près de 500 affaires de violences faites aux femmes sont jugées chaque année au tribunal de Papeete, soit près de 10 cas par semaine. Alors face à l'ampleur de ce problème, le pays a annoncé la création d'un observatoire des violences qui s'est lancé cette semaine pour mieux comprendre, mieux accompagner et mieux prévenir. Mais derrière toutes ces statistiques, il y a des femmes qui ont peur, qui se taisent, qui hésitent, parce que ce passage-là, du silence à la parole, est souvent le plus difficile. Alors comment et où oser demander de l'aide ? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on pousse la porte d'un organisme ? Et surtout, comment accompagner les victimes sans les brusquer ni les culpabiliser ? Ce soir, je vous propose de débriefer des violences conjugales, de la peur à la parole, avec Tilda Harehoe. Tu es présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF, Yaorana. Yaorana Aurélie. Morgane Montagne, psychologue au sein de Te Rama Ora, c'est l'APAGE, l'association d'aide aux victimes, et également animatrice de Cercle de Parole. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin avec nous, Larissa Atiou, monitrice éducatrice au foyer La Samaritaine, Yaorana. Yaorana Aurélie. Merci à toutes les trois d'être avec nous ce soir. On va commencer par, je dirais, une étape un peu invisible. La peur, le silence, l'hésitation. Tilda, concrètement, qu'est-ce qui empêche encore aujourd'hui une femme de franchir le pas et de demander de l'aide quand elle est dans une situation de violence conjugale? Alors, en principe, là, c'est dans le cadre des violences conjugales. On va rester sur peut-être des sexes différents dans ces violences conjugales. Souvent, ça part aussi de l'enfance de la personne. Il y a des résurgences de son enfance qui reviennent. La preuve en est, c'est quand dans des situations d'Alzheimer, on se rappelle beaucoup plus de son enfance que des dernières années ou des dernières minutes qui viennent de passer. L'enfance, elle est fondatrice. L'enfance, elle est fondatrice. Donc déjà là, si la victime a été déjà, on va dire, quelque part violentée. Oui, elle a grandi dans un environnement violent, en fait. Tout à fait. Donc, elle peut être elle va être soumise, je veux dire, quelque part, parce que c'est sous les coups qu'elle a grandi, et elle peut essayer de retrouver ça. Et cette peur qu'elle avait quand elle était petite peut encore être maintenue. C'est comme si c'était normal, en fait, finalement. Alors que, au contraire, par réaction, maintenant qu'elle est plus adulte, elle va vouloir réagir. Mais tout ce qu'elle a accumulé en étant petite et en grandissant ainsi, en passant des étapes même d'adolescence difficiles, perturbées, elle peut éventuellement encore subir cette peur de quelqu'un, surtout un être masculin, avec toute sa virilité, avec sa force, et qui se dresse devant. Maintenant, il y a aussi une autre étape, c'est que la personne qu'elle a choisi de vivre avec, son partenaire, on va dire, peut avoir une emprise, ce qu'on appelle aussi le contrôle coercitif, c'est-à-dire cette emprise coercitive qui fait que parfois il y a la violence physique, où on a des bleus, où on a des bleus au corps, mais on a aussi de la violence psychologique où on ne voit pas forcément les coups sur le corps, mais qui détruisent beaucoup l'intérieur de la personne. Et je pense qu'il y a la question financière aussi. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a on va dire aussi le côté social, un facteur social qui fait que, on vit avec très peu, et dès qu'on dépasse, on a dépensé quelque chose qu'il ne fallait pas faire, parce que du coup ça tire les foudres. Oui, mais c'est-à-dire elles sont pas indépendantes, ces femmes-là, financièrement. Ça peut être aussi une des problématiques. Morgane, dans les cercles de parole que tu animes,
Qu'est-ce que tu entends le plus souvent chez ces femmes qui arrivent pour la première fois? C'est tout ce contexte-là, souvent? Alors, chaque cas est différent, mais effectivement, c'est des choses qu'on va retrouver, hein, des personnes qui ont été exposées très tôt dans l'enfance à la violence, avec une normalisation de ces comportements-là, qui finalement font partie du quotidien. C'est qu'on règle les conflits par la violence. Donc faire autrement, finalement, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Ils vont pouvoir s'en détacher quand ils vont découvrir une autre manière de faire. Mais c'est pas facile de prendre de se rendre compte de tout ça. Après, il y a effectivement des facteurs internes qui sont propres, c'est-à-dire que changer ma vie, changer ce mode de fonctionnement-là, ça veut dire tout reprendre à zéro, et ça fait peur pour n'importe qui, hein. Le changement, c'est pas quelque chose de facile. Quand en plus il y a de la violence, des enfants, hein, ça va engendrer... La peur de casser sa famille. Ouais, il y a beaucoup ça qui revient. Je vais détruire ma famille. Et ça, c'est très douloureux aussi. Est-ce qu'il y a de la honte chez ces femmes-là aussi? Ouais. La honte vis-à-vis de leur entourage, de la famille, ça peut être qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que je suis pas partie plus tôt. Je me suis laissée faire. Ça, c'est des choses qui vont revenir avec de la culpabilité très présente aussi. La honte par rapport à la société, le fait d'aller dire, en fait, je subis des violences, d'aller déposer plainte, d'en parler à notre entourage, que ce soit au travail, aux amis, etc. Il y a un côté quand même qui est très difficile parce qu'effectivement, on s'expose, mais pas qu'à une personne. À une, à deux, à trois, à 5, à 10. Il y a les gendarmes, il y a la police, il y a les centres d'accueil, etc. Tout ça, c'est difficile à porter. Ouais. Il y a aussi tout l'aspect médical, c'est que parfois, il va y avoir des expertises. Donc, il faut raconter tout ce qu'on a vécu, dont on n'a jamais parlé, à au moins une dizaine de personnes. Et ça c'est un frein qui est... Alors, on va essayer aujourd'hui justement d'expliquer aux personnes qui nous regardent qu'effectivement, ça peut paraître effrayant, mais il y a aussi comment dire, il y a un bout du tunnel, il y a quelque chose de positif au bout de tout ça, effectivement, malgré le fait que ça puisse paraître compliqué. Larissa, pour terminer ce premier tour de table, quand une femme arrive au foyer, dans quel état émotionnel elle peut être? Déjà, elle craint de revivre encore ça, elle est complètement déconstruite en fait de sa personne. L'estime de soi, en tout cas, est au plus bas. Voilà. Elle ne s'estime plus, elle pense qu'elle-même ne mérite pas déjà peut-être d'être mère, d'être femme. Comment elle a pu sauvée. Voilà. Comment elle a pu en arriver là? Est-ce que le fait que j'en parle déjà, c'est quelque chose... comment je vais être vue, en fait? C'est surtout ça. Le jugement de l'autre, c'est ce qu'on disait, le regard de l'autre qui est difficile à supporter. Sur ce jugement-là, il y a le jugement des parents qui ont dû peut-être lui dire ne va pas avec ce monsieur. Voilà. Donc, oui, comme si on t'avait prévenu avant. Voilà, on t'a prévenu avant. On te l'avait dit. Voilà, on te l'avait bien dit. Donc, retourner vers la famille pour dire ça ne va pas, c'est un gros échec. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut essayer de prendre sur soi. On vient de parler de l'estime de soi. Quand on a été sous emprise parfois de quelqu'un de très tyrannique, on va dire. Bien sûr qu'on a peur. On a peur de ramasser des coups, d'avoir des humiliations constamment, parce que cette emprise, elle va se répéter tout le temps. Et donc, quand on parle de dévalorisation, on perd son identité. Donc, cette peur-là de se découvrir autre que ce qu'on vient de vivre pendant plusieurs années, on comprend la peur, on comprend cette manière mais derrière cette peur-là, en fin de compte, on doit développer des stratégies pour mentir, pour ne plus être soi-même et dire qu'en face, je suis obligé de mentir pour ne pas que je ramasse les coups, pour ne pas que je ramasse des humiliations. Donc, on est plus soi-même. On rentre dans le moule, quoi, pour éviter la moindre crise. C'est ça. Donc, c'est en ça que c'est dangereux pour la personne. D'où, parfois, ce désir, comme un petit peu, si on pousse ce que Larissa a dit, parfois un désir de suicide, parce qu'on a tout perdu. En fin de compte, on a perdu la face, on a perdu
un amour qu'on croyait bon, Éternel, ouais. éternel. Mm. On a perdu l'homme qu'on pensait être celui qui protégeait. On pensait que c'était celui qui allait te caresser, être tendre, mais finalement c'est un bourreau, c'est un tyran. Mais comment le dire, comment échapper? D'autant que souvent dans ces emprises-là, la personne en face, le partenaire de tous les jours, on va dire, il ne voudra pas qu'elle parte. Oui, Ça il fera aussi. tout pour la retenir. Voilà. Et donc si tu pars, je me tue. Si tu pars, je ne te laisse pas les enfants. Si tu pars, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, comme vous disiez tout à l'heure, c'est moi qui te donne à manger, tu vas aller chercher, voilà. Et c'est de la violence économique du coup, Ouais. parce que elle n'a rien. Pendant des années, elle a été la femme au foyer, donc elle n'a rien. Mais je pense que de ça, certaines personnes peuvent réagir. Il faut être entouré. Il faut que chacun prenne les soins, aussi bien de la part de la femme qui va subir ça, et puis du côté du mari, s'ils veulent continuer à vivre une histoire encore ensemble. C'est possible ça de continuer à vivre une histoire malgré des violences? Alors, il y a des paroles. Moi, j'ai des pardons. couples qui viennent. Ouais. Il y a des pardons qui se donnent, mais il y a aussi des lunes de miel qui passent vite. C'est-à-dire, je te promets que je ne vais plus faire. Oui, mais alors on y va dans les lunes de miel, et puis ça reprend. Donc, tant qu'on n'est pas soigné, et c'est en ça qu'on manque ici en Polynésie, c'est qu'on n'a pas assez de structure pour que ces personnes puissent se remettre sur leur ressort. Morgane, les exemples donc, de couples qui viennent, effectivement, c'est possible? C'est le groupe sur les violences conjugales, donc en fait, j'ai tous les profils qui viennent. Ça peut être des couples, ça peut être des victimes, ça peut être des auteurs aussi. Et du coup, c'est cet échange-là qui est très riche parce que les auteurs puissent entendre la place des victimes et se rendre compte que, bah oui, en fait, moi, je veux plus faire ça, j'ai besoin d'aide. Et qui viennent de poser des questions, demander comment on peut faire. Parce que, qui revient, dans mon enfance, on m'a jamais appris. Que moi, si on n'avait pas porté plainte, jamais j'aurais pu me remettre en question. Et là, j'essaye de faire autrement. Et puis les victimes d'entendre aussi qu'est-ce qui se joue derrière les auteurs de violence, pourquoi ils en arrivent là, de comprendre aussi que c'est pas de leur faute à elles, c'est réparateur aussi. Donc il y a tout ça qui peut se jouer, mais effectivement il y a plein de choses à faire encore et de perspectives d'amélioration. Et moi je tiquais un petit peu quand tu disais entendre la parole des auteurs. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire il n'y a rien qui justifie en réalité. Moi, c'est le sentiment que je pourrais avoir. Me dire, il n'y a rien qui justifie, quand bien même, effectivement, il y a une vie difficile auparavant. Ça veut dire que la compagne paye. C'est un peu ça. Elle paye pour beaucoup de choses. Hein. Ouais. Elle paye parce que le partenaire revient sous. Et qui s'est disputé peut-être sur le lieu. C'est un adulte, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est une personne adulte qui est en capacité de... Il revient dans une furie. Et donc, la première qui ramasse, c'est la conjointe ou la concubine. À savoir aussi que certains conjoints, c'est pas pour excuser les actes, hein, c'est parce que eux aussi, parfois, non pas parfois, certains ont été victimes plus jeunes et ils sont devenus bourreaux en grandissant. Oui, c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est ça en fait. Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas réparées. Il y a énormément de carences affectives et éducatives. Ça peut aussi expliquer ça, mais pas que. Voilà, donc il faut essayer de se mettre des deux côtés pour comprendre un peu ce mécanisme, autant de l'auteur que de la victime. Mais effectivement, après, comme tu le disais, comprendre qu'on n'est pas la raison de tout ça, c'est quelque chose qui est salvateur psychologiquement, je parle. Ouais. C'est ce qui permet de se reconstruire. C'est un des points qui va être une ressource pour la résilience et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que là, j'en suis arrivée dans cette situation. Qu'est-ce que je peux mettre en place et développer pour plus retourner dans ces schémas-là. Parce que c'est des choses qui se répètent. Moi, c'est souvent qu'ils le disent. J'ai eu 4 relations où c'était la même chose. On retourne toujours vers le même profil au final. Ouais, mais des deux côtés. Donc du coup, c'est pareil, c'est compliqué de dire stop, qu'est-ce que je peux faire maintenant, comment se sortir de tout ça, parce que
ça devient une normalité et on sait plus faire autrement. Alors justement, comment passer le cap? Comment oser demander? Parce que c'est vraiment la thématique que je voulais développer ce soir. On a souvent parlé des causes de ces violences conjugales, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation? Si des femmes nous regardent ce soir, comment on ose demander de l'aide, dire j'ai besoin d'aide? Comment ça se passe quand on vient vous voir par exemple au CIDF? Alors ça dépend. Si c'est de la violence physique, donc automatiquement il va y avoir une peine derrière. Une plainte? assurée. La première chose, c'est la D'abord, plainte? la première chose, c'est d'aller voir un médecin pour faire constater d'avoir le certificat médical. Et donc du coup après la procédure elle démarre. Hein. Alors, Et ce que j'ai appris, soit, excuse-moi, mais ce que j'ai appris récemment, avant on parlait de main courante, et j'ai appris récemment qu'aujourd'hui, dans des cas de violence, il n'y a plus de main courante. C'est tout de suite la plainte. Non, on demande à ce qu'il y ait quand même encore la main courante. D'accord. Certaines personnes ne le font pas, mais on l'a signalé auprès du tribunal, enfin du procureur. Hein. Donc c'est que la main courante, elle vient quand même aider parce que des fois c'est une première fois, mais après elles retirent leur plainte. Mais une deuxième fois, une troisième fois, au bout d'un certain temps. Mais en tous les cas, il faut savoir que avec Madame Jolicose, qui défend la cause justement des femmes victimes de violences, dès qu'une plainte arrive chez elle, il n'est pas possible de la retirer. C'est une magistrate au tribunal de Papeete. Pour ça va préciser. partir. Hein, la machine judiciaire, elle démarre. Hein. Donc voilà. Et derrière ces plaintes, hein, voilà, ça peut faire Comment peur. on peut rassurer alors Parce que derrière ça, justement, il y a cette éventuellement la prison possible. Il y a aussi, surtout, moi, ce qui m'intéresserait, c'est les soins. Ouais. Les soins, parce que on peut aller en prison autant de mois qu'on voudra, mais en sortant, si on est toujours le même, il n'y a rien qui a changé. Mais ce sont tous les soins qu'il y a derrière et les stages. C'est ce qui est mis en place. Donc, c'est très important de prendre en charge et que la personne accepte, il y a l'acceptabilité de se soigner. Alors, je pousse la porte du CIDFF. Oui. En fait, on va déjà, dans un premier temps, me donner les informations. On va pas lancer la machine judiciaire tout de suite, on est d'accord? Non, mais ça dépend. Si elle vient avec des bleus ou des mauves, c'est sûr qu'on va pas rester pantois. Hein. Et on peut venir directement au foyer aussi, par exemple? Parce qu'on vient chez vous directement, elles peuvent venir directement, mais c'est rare. Elles sont beaucoup plus orientées par les forces de l'ordre parce qu'en amont, elles ont déposé plainte. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que d'un, ça la protège, elle, et éventuellement ses enfants, et la collectivité dans laquelle on travaille, parce qu'il y a aussi la sécurité de la collectivité qu'on prend en compte, parce que les conjoints ou les concubins peuvent se présenter devant le foyer et voilà. Ils arrivent à les retrouver, à savoir qu'elles sont chez vous. Et exactement, c'est ça. Et s'il y a plainte, vous êtes protégé, vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre. Dès qu'on fait appel à la DTPN, ils interviennent de suite et ça peut être une incarcération juste derrière. Surtout s'il y a récidive de la personne, c'est directement une incarcération. Hein. Ça se passe pour la Samaritaine comme ça se passe pour le Potéo. Ce sont des structures, des foyers d'urgence très bien organisées, très bien protégées. Elles ont une priorité pour lorsque les forces de l'ordre arrivent, c'est prioritaire. Hein. Oui. Et ce besoin de dire cette parole qui ça peut arriver d'un seul coup, ou c'est plutôt quelque chose, on le disait, on y va, puis on revient, et puis on y repart. Ça va dépendre. Il y a tous les cas de figure, vraiment. Hein. Il y a tous les cas de figure. Ça peut être, là, stop. J'y vais, j'enclenche les choses parce que je veux que ça s'arrête. Ça peut être, je suis perdue, vraiment là c'est compliqué, j'ai envie que les choses elles changent, mais je sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. Les enfants, ça peut être souvent une raison. Aussi, hein. Ouais, c'est surtout souvent aussi les enfants, parce que il y a aussi ce désir-là de protéger les enfants. Et c'est ça que nous aussi on peut accompagner en tant que structure partenaire et d'aide aux victimes. C'est voilà, là t'es pas encore prête. Par contre, voilà ce qui peut se passer. Si tu fais rien, si tu fais quelque chose, nous, ce qu'on va faire, c'est informer aussi sur les droits. Parce que
personne connaît le code pénal par cœur, hein, à part peut-être une exception, mais c'est d'informer les gens. C'est quand justement on ne sait pas ce qui va se passer, c'est ça qui fait peur, de savoir ce qui peut arriver. Alors là, si tu pouvais nous donner quelques pistes justement sur ces droits. Bah, du coup, le droit de porter plainte, déjà. Hein. L'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, donc ça va englober pas mal de choses. Ça va être des mesures d'éloignement, où on va avoir la personne qui a une interdiction de contacter la victime, par exemple. Pas le droit de se rendre au domicile. Donc voilà, ça peut être aussi des choses qui vont protéger et permettre aux gens de se sentir un peu plus en sécurité par rapport à ces démarches-là. Ça peut être aussi d'orienter vers les partenaires, parce que d'être seul, c'est ça qui va être compliqué. C'est qu'on est très très seul dans ces moments-là, et de se rendre compte que non, il y a des choses qui existent, que même si on fait pas les choses tout de suite, si à un moment on est prêt, on sait ce qui existe, on sait où on peut aller, etc. C'est anticiper finalement un petit peu même si on met qu'un pas et qu'on revient en arrière, c'est pas grave. Et peut-être déculpabiliser aussi, de dire si tu retournes, tu retournes, mais au moins tu sais ce que tu peux faire par la suite. Et nous, on reste là. Oui, on est là quoi qu'il arrive. Ouais. Et c'est aussi pour une femme, ce qui est dommage, c'est quand elle n'a pas de moyens de revenus. Là, elle se trouve, elle est prête à retourner parfois avec son bourreau parce qu'elle a besoin. Donc, c'est qu'on puisse trouver une formule pour qu'elle puisse avoir un travail. Et au lieu de rester trop longtemps, on donne à peu près 3 mois dans un foyer d'urgence, à peu près, avec une possibilité de prolonger. Mais sinon, si on pouvait aussi octroyer une maison pour qu'elle puisse vivre avec ses enfants. Moi, ce que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est pourquoi ce sont les victimes qui partent et non pas le bourreau. Alors, je sais que parfois, ce sont les propriétaires des lieux. On me l'a déjà dit. J'ai déjà fait des émissions sur la thématique. Mais pour moi, ça reste vraiment lunaire, en fait, de se dire, oui, certes, c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui paye le loyer, mais est-ce qu'on pourrait pas le mettre, lui, dans un foyer qui continue à payer le loyer à sa compagne et qui soit encadré, accompagné pour changer? Moi, c'est toujours un peu ce prisme-là qui me paraît. Quelquefois, ils n'ont pas toujours une maison, ils ne sont pas propriétaires. Oui, bien sûr. Ils habitent chez les parents, des fois, et les parents du monsieur. Donc, la première personne, oui, il y a plusieurs cas. Mais nous, ce qu'on aurait voulu, c'est que tout de suite, cette personne-là, elle soit autonome, pour qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse garder ses enfants. Parce que dans les foyers, on peut pas garder les garçons de plus de 10 ans. De 11 ans. Ah oui, donc tu es obligé de séparer les enfants et donc de les placer. C'est ça. Et tu recrées du traumatisme. Ça aussi, je pense que c'est une des peurs qui est alimentée, c'est de perdre ses enfants. Quand tu dénonces et que tu risques de te retrouver dans un système qui peut broyer. Donc c'est compliqué. D'ailleurs, Larissa, comment on accueille une femme qui a peur encore ou qui même minimise finalement ce qu'elle vit? Comment vous leur parlez à cette arrivée? Alors, la première chose, en tout cas, c'est de la mettre en sécurité. C'est vraiment de lui apporter un cadre sécurisant, parce qu'il y a énormément de craintes derrière. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment la sécurité de la personne et de ses enfants. Ensuite, on vient... alors, on a une intervenante, une psychologue qui intervient également au foyer. Donc, elles ont l'occasion de pouvoir la rencontrer. Et depuis cette année, nous avons également un psychiatre, Tante Michel Steinmetz, qui intervient une fois par semaine. Et que ça nous a beaucoup aidé sur les axes de travail à pouvoir mettre en place avec elle. Parce que parfois, nous aussi, on était un peu limités et démunis parce qu'on n'est pas forcément non plus formés à certaines choses. Et ça, c'est un éclairage pour nous, dans nos axes de travail en tant qu'éducatrice. L'idée, c'est de recréer quelque chose aussi comme un foyer, quelque chose de rassurant chez vous. C'est ça. Et c'est ce qui va permettre petit à petit à la personne de se reconstruire. Donc là va démarrer la reconstruction. Mais on les encourage plus, mais vraiment fortement, à déposer plainte. Chose qui reste encore difficile pour beaucoup de femmes, parce que elles se culpabilisent de porter plainte. Donc, voilà. N'ayez pas honte, puisque la honte, c'est plutôt de l'autre côté qu'elle devrait être. Je pense que c'est
vraiment un slogan qu'on a entendu très souvent dans les médias et qui est quand même une réalité à comprendre. Quand on passe cette porte, on peut avoir le sentiment aussi de perdre le contrôle de sa vie. C'est une des craintes aussi. Ouais. Comment on peut dépasser cette peur-là? De toute façon, moi, quand je reçois mes patients, je leur dis que de toute façon, là, c'est très compliqué, qu'on n'est pas heureux et que de toute façon, ça peut pas durer comme ça. Parce que si ça dure comme ça, quelle sera l'issue? Que c'est pas ce qu'elles veulent, que c'est pas ce qu'elles souhaitent et qu'elles aspirent à mieux. Et que si ça continue comme ça, le mieux, il pourra pas arriver autant pour elles que pour le compagnon quand elles sont encore amoureuses, quand il y a de l'attachement, quand il y a ce phénomène d'emprise là. C'est de dire, on dit stop et on ouvre la porte à d'autres perspectives. Les soins, parce que déposer plainte, ça veut dire obligation de soins aussi. Hein. On en parlait, mais c'est très important. Puis même quand j'en parle avec les gens qui viennent au groupe de parole, c'est heureusement qu'on m'a obligée à venir, parce que sinon, j'aurais jamais eu les clés pour changer aussi. Et du coup, c'est aussi dire ça, c'est que ça va être pas facile parce que ça va tout chambouler, mais par contre c'est ouvrir la porte et se laisser la possibilité d'une perspective meilleure pour soi, pour son entourage, pour les enfants, la famille, etc. Parfois il faut peut-être mieux tout casser, effectivement, perdre un petit peu le contrôle pour le retrouver, ce contrôle de sa vie, comme tu le disais, retrouver une indépendance, une autonomie. Tu parlais plutôt d'autonomie, ça c'est important. C'est important parce que une femme qui a envie de prendre son envol par elle-même, elle recherchera d'abord un travail et aussi surtout une maison et non pas retourner chez les parents pour revivre dans une promiscuité, peut-être des remarques désobligeantes, des choses comme ça. Il y a eu de la violence, ou de l'alcool ou des tas de choses qui se vivent dans certains foyers nombreux. Hein. Voilà. Et donc, elle voudrait souffler et se reprendre en main avec j'aime bien le mot clé, avec de nouvelles clés, des portes à ouvrir, mais par elle-même cette fois-ci. Pourtant, j'allais dire, on pourrait penser qu'on devrait se reposer aussi sur l'entourage, sur la capacité de l'entourage à accompagner, à soutenir, à écouter, à aider même financièrement. Une famille, elle est là pour ça. Elle est là aussi pour pour accompagner son enfant qui souffre. Mais on sait très bien que dans une famille, c'est un lieu de joie comme de peine aussi. Hein. Donc, tout ne se vit pas forcément très bien. Tout n'est pas idyllique. Toutes les familles ne sont pas... Voilà. Mais il y en a beaucoup qui me racontent être retourné chez la sœur, qui a accompagné un petit moment. Mais on ne peut pas vivre longtemps comme ça chez d'autres personnes. C'est comme un voyage. On reste un petit moment, mais on n'est pas sorti de l'ornière, on va dire. Il y a un nid à un moment donné pour se reposer, mais il faut reprendre son envol. Mais ce nid est important. C'est important. J'imagine que le foyer de la Samaritaine, c'est un des nids possibles. C'est quoi le quotidien dans un foyer comme celui où tu travailles? Alors, déjà, il y a des règles à respecter. Donc, elle ne paye rien au sein du foyer. Ça, c'est déjà important. Voilà. Ça, c'est un point hyper important. Donc, le repas est fourni, le lavage du linge est fourni. Parfois, les goûters des enfants aussi sont fournis. Et même quand les parents déposent leur bébé, en tout cas les tout petits bébés en garderie, on peut également leur fournir les goûters pour les bébés. Ou même les boîtes de lait. Voilà, du lait, des couches, les produits de première nécessité en tout cas. Voilà, donc on leur fournit tout ça et on leur explique que c'est comme à la maison. Donc, vous aurez des tâches chacune à faire à votre tour. Il faut participer à la vie collective, voilà, en fait. Exactement. Donc, c'est comme une petite, on va dire une petite maison et où tout le monde participe avec l'éducatrice qui accompagne. Petite famille recréée. C'est ça. Et entre elles, les femmes, justement, elles partagent leur parcours, leurs difficultés. Est-ce qu'il y a un soutien qui peut se créer aussi entre les personnes qui sont au sein du foyer? Ça peut arriver. Par contre, ça peut être contradictoire parce qu'elles vont se confier à certaines, mais qu'elles ne connaissent pas forcément.
Et ben oui, mais du coup, sauf que quand elles ne connaissent pas, ça peut dériver vers autre chose. Voilà. Donc, il y a des femmes qui se connaissent entre elles dans les foyers. Donc, parfois, il y a des liens de famille déjà. Donc, c'est compliqué de pouvoir le fait de refaire confiance à quelqu'un aussi, ça doit être quelque chose qui est difficile. Exact. Comment on peut recréer ce lien de confiance quand on est passé par toutes ces étapes? C'est sûr que déjà, quand on a été sous emprise et tout, on est resté très stressé. Ouais, quand on en sort, c'est compliqué. Voilà, hyper angoissé. Finalement, d'ouvrir sa première porte à quelqu'un et de dire, waouh, voilà, je vais tout te raconter, c'est compliqué. Donc, la confiance, elle va mettre du temps à se recréer. Après, il y a aussi que dans les foyers, elles sont limitées, je crois, dans le temps. Elles ne peuvent pas rester. Combien de temps, 4 mois. 4 mois. Est-ce que vous les aidez à se former, par exemple, si elles n'ont pas de travail? Vous les aidez dans les recherches Oui, dans la réinsertion professionnelle, dans la réinsertion sociale. Voilà, donc les démarches, on les accompagne. Quand elles ne savent pas forcément où se diriger, on les accompagne. Si elles ne sont pas inscrites au CEFI, on les accompagne également. Ou même à Pro Intérim, par exemple. Voilà. Elles doivent rechercher du travail. Pendant le temps, dans la journée, c'est ce qu'elles doivent faire. C'est primordial de toute façon pour pouvoir avancer. Mais est-ce qu'il y en a qui s'en vont en laissant un peu les choses inachevées, en se disant c'est trop difficile et je repars? Certaines, parce qu'elles ne sont pas habituées. Voilà. La plupart, parfois, elles n'ont pas de règles. Pour elles, les règles, c'est rédhibitoire. Voilà. Donc déjà ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a la mise en confiance aussi. Et quand tu n'as pas l'habitude de travailler déjà et que c'est le mari qui subvient à tous les besoins du foyer, c'est compliqué quand toi, tu te retrouves à devoir travailler. Peut-être aussi, comme on disait, l'estime de soi, de se dire, de toute façon, j'en suis pas capable. Donc, qu'est-ce que je fais là? Autant que je retourne là où c'est plus simple. Et où on va... Mais donc, la reconstruction de son estime, ça passe aussi par cette autonomisation? Ça passe par cette autonomisation et moi, ce qui revient surtout, c'est la volonté de retrouver de la paix. C'est vraiment ça qui revient quand les choses se sont un petit peu apaisées. Moi, les retours que j'ai, c'est moi, je veux de la paix dans ma vie, donc cette stabilité, elle va apporter cette paix-là. Rentrer chez soi sans avoir la boule au ventre. Rentrer chez soi, se sentir en sécurité. Pouvoir dormir sans avoir peur. Pouvoir parler sans marcher sur des œufs aussi. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui doit revenir souvent dans les profils que vous rencontrez. Tout à fait. Tout à fait, parce que faut voir le nombre d'années des fois où elles ont subi. Bien sûr. Et cette répétition de tous les jours. Donc à un moment donné, ça vous fait perdre quand même votre identité. Vous êtes dévalorisé, et puis reconstruire tout ça, c'est de l'humain. L'humain, ça met du temps. Peindre un mur, c'est rapide, mais changer un humain, c'est compliqué. Ça passe par plusieurs phases, ça passe par du temps. Et après, il y a toujours, parfois, la sollicitation du partenaire qui revient pour dire, mais reviens. Et là, elle tangue. Elle tangue de se dire... On a toujours envie d'y croire, au final. Voilà, c'est parce qu'on a de l'espérance encore au bout. Et on se dit, peut-être qu'un jour, il va changer. Peut-être qu'un jour, il va changer. Mais on peut attendre un bon moment aussi et avoir au bout du fil d'autres tentatives de méchanceté. Et en plus, quand j'allais venir aussi à l'isolement géographique, quand on est dans les archipels, par exemple, on n'est pas sur Tahiti, mais dans n'importe quel autre archipel, ça veut dire quitter aussi son île parfois. Alors, dans les archipels, ça dépend aussi on va dire des contraintes aériennes. Hein. Vous avez des avions qui n'y vont qu'une fois tous les 15 jours. Donc, on va dire qu'elles sont, résignées à domicile, quoi. Elles sont, voilà, c'est le terme qu'il faut dire. Il n'y a pas de foyer dans les îles, à part à Tahiti. Il n'y a pas de foyer. Et en plus, dans les îles, parfois, c'est la même famille. Voilà, le maire, le policier, et de la famille, peut-être de l'auteur. Ouais. Donc, c'est compliqué. Alors, nous, ce qu'on arrive à faire, enfin, au niveau du CIDFF, c'est quand c'est vraiment difficile, on prévient le haut-commissaire pour qu'on envoie la gendarmerie pour qu'il y ait
qu'on aille récupérer la victime par avion ou par hélicoptère. Alors si on est dans cette situation, là l'important c'est juste avoir un téléphone, pouvoir vous appeler. C'est ça. Appeler qui que ce soit, même si c'est la gendarmerie. Plutôt la gendarmerie d'ailleurs que la... Très souvent, gendarmerie égale APAGE. Oui. Et c'est le plus proche, ils ont une proximité. Mais sinon, nous aussi au CDFF, 40 450 120. 40 450 120. Ouvert du lundi au vendredi. On rajoutera le numéro important. Et par rapport à la page aussi, nous c'est vrai qu'on n'a pas de structure qui se déplace, mais on propose des entretiens par téléphone, donc avec juriste, psychologue aussi, hein, où tout est gratuit évidemment, et en visio. Donc c'est vrai que nous on peut accompagner les personnes qui sont isolées sur les îles, où voilà, on peut faire ça aussi, et c'est important pour les gens qui sont de se dire peut-être que je peux avoir un soutien. Nous on est là aussi. Ça c'est important de le savoir. C'était aussi l'intérêt de cette émission, de montrer qu'il y a différentes structures. Il y a les foyers, les LCD, CIDFF, la page, la DSFE aussi qui peut accompagner, les assistantes sociales qu'on peut trouver dans les communes de manière générale qui peuvent être là, la police évidemment, les médecins. Oui. Qui sont aussi, ou en tout cas les personnels médicaux qui sont dans les îles. À l'hôpital, il y a même l'UMJ, donc l'unité médico-judiciaire. Mais en principe, tout le monde peut agir. Il suffit juste d'ouvrir la bouche. La parole, comme vous disiez tout à l'heure. De la peur à la parole. Après cette parole, il faut pas... Alors, bien sûr, des fois, la violence, elle vient aussi à cause de la parole, parce qu'on en dit trop, on humilie, on fait beaucoup d'humiliation avec sa bouche. Et c'est quelque chose qu'on peut oublier 5 minutes après, mais certaines personnes ont été tellement blessées qu'elles gardent ça en elles, et c'est encore une des causes de violence conjugale. Mais voilà, donc libérer la parole, oui, mais ne pas s'en servir uniquement pour des disputes à nouveau. Oui. Mais au contraire, pour poser la paix. En fait, il faut sortir la parole du foyer. C'est aller déposer sa parole ailleurs pour être sûr d'être entendu. C'est le plus important. Oui. Parce que finalement, rentrer dans le conflit et essayer de montrer à l'autre qu'il nous fait du mal, je pense un auteur, en général, on n'est pas capable, surtout quand ça vient de la personne qui l'a en face. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est des mécanismes qui sont très automatisés, où en fait la violence, elle s'installe et elle va être déclenchée par tout et n'importe quoi. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que j'ai des personnes qui sont victimes et auteurs parfois, parce que dans le couple, on n'arrive pas à fonctionner autrement que par une communication qui est violente. Qui est violente. Et cette violente-là, en fait, ça va être juste une escalade qui va se faire de plus en plus rapidement pour arriver à des catastrophes, parfois. On vient d'annoncer donc la création de cet observatoire des violences. Vous qui faites partie de ce maillage social pour accompagner les victimes, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel observatoire, Tilda ? Mais déjà, c'est mesuré, c'est l'observatoire, c'est d'observer les chiffres qu'il y a, d'observer aussi les différentes causes, les différentes conséquences, et aussi mesurer ce qu'il y a sur le territoire, ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas alors ici ? Des structures on disait tout à l'heure, il faut que ces personnes se reposent pour qu'elles puissent retrouver la paix. Quand elles sortent d'un foyer, qu'elles aient un moyen de pouvoir vivre de manière autonome, tout en étant protégées de l'autre. Voilà. Mais ça, on n'a pas encore j'ai le sentiment, souvent quand on présente, on va lancer une campagne pour récupérer des chiffres, etc. J'ai le sentiment qu'on le fait souvent, mais que finalement, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux personnes qui en ont besoin ? Parce que évidemment que c'est toujours louable de se dire on va faire en sorte qu'on comprenne où est-ce qu'on va, mais on les a les causes, on sait ce qui pêche finalement, donc pourquoi est-ce qu'on fait pas un pas de plus que juste observer C'est-à-dire qu'on va avoir des chiffres qui viendront de la page de CDFF, du tribunal même, puisque Madame Jolicose en parlait,
Donc, on a des chiffres qui sont partiels un peu partout. L'observatoire permettrait de récupérer tous ces chiffres-là, mais surtout d'analyser localement, parce que les causes, c'est humain. Il y en a partout. C'est les mêmes causes qu'on aille en France ou ce sont les mêmes causes qu'on a. La jalousie, elle est partout, c'est humain. Voilà. Donc, les causes, les facteurs, les conséquences, elles sont les mêmes partout dans tout le monde entier. Mais sauf que localement, comment est-ce qu'on peut mesurer et qu'après le politique ou les structures puissent après, on va dire, prioriser les actions sur ce qu'elles découvriront. Toi, Larissa, tu as le sentiment que par ce genre de choses, d'actions, par cet observatoire, le terrain va vraiment être entendu par la sphère politique? C'est peut-être un peu s'avancer là tout de suite parce que ça vient de s'ouvrir, mais c'est vrai que ça ne sera recensé que les personnes qui auront dénoncé ça. Mais derrière, les autres personnes qui n'ont pas dénoncé, qui sont encore sous l'emprise, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce qu'on appelle le chiffre noir. Il y a toujours un chiffre noir. Oui, il y a ce qu'on voit et ce qui est la réalité de toute façon. Est-ce que ce type de données, d'avoir des meilleures données, ça peut permettre un meilleur accompagnement psychologique aussi? Bah oui, parce que déjà, si on a des données, on va pouvoir en parler. On saura de quoi on parle. Parce que si on n'a pas de données, on en parle, mais finalement, on ne sait pas exactement ce qui se passe pour de vrai. Là, on saura ce qui se passe pour de vrai. Et du coup, on va plus en parler. Si on en parle plus, du coup, ça va permettre de faire ces émissions, par exemple, que une personne qui est isolée se dise « Ah bah oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler à la radio, ou alors à l'école », de pouvoir créer des soins spécifiques pour les victimes, les auteurs, les enfants, parce que on disait qu'il y avait de la violence aussi dès l'enfance. Ça va permettre de mettre en lumière un petit peu tous les aspects. Comme tu disais, là, on a les chiffres de la page, c'est les victimes. On a les chiffres du tribunal, du coup, c'est les auteurs. Mais du coup, voilà, de mettre tout ça en commun, on va avoir une vision globale et ça va permettre à tout le monde de parler de la même chose. Et de pouvoir accompagner de manière plus ciblée et de créer des outils qui existent peut-être pas encore, mais vraiment qui vont coller aux besoins réels là, des gens. Parce que en métropole, il y a des choses qui sont faites, mais ça va pas coller forcément avec la réalité. Oui, on peut pas transposer tout ce qui se fait en métropole ici, ça fonctionne pas toujours. Je voulais juste un tout petit peu de précision aussi sur l'accompagnement psychologique, parce qu'on a dit comment on a accueilli au CIDFF ou dans le foyer. Les accompagnements psychologiques, comment ça se passe et qu'est-ce que ça va amener aux personnes? Alors déjà... Aux victimes dans un premier temps. Un espace de parole sécurisé. C'est-à-dire que moi, ce qui se passe en entretien, ça reste en entretien. Ça va permettre aussi... On peut faire en face à face, parce qu'on parlait de groupes de parole, mais on n'est pas obligé de participer à ces groupes. On n'est pas obligé, notamment quand on ne sait pas trop où on en est, qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Du coup, de venir et de poser les choses avec quelqu'un qui soit pas de la famille, qui soit pas nos proches, qu'on va pas blesser ou impacter ou se sentir honteux, même si c'est quand même difficile. Ça permet d'avoir un regard objectif avec des personnes qui sont sensibles à ces questions. C'est-à-dire c'est un professionnel, donc voilà. Tu sais de quoi tu parles aussi. Oui. Donc je vais pouvoir apporter des éléments de compréhension. On parlait de l'emprise, personne ne sait ce que c'est vraiment. Donc déjà de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, et qu'on n'est pas tout seul, déjà ça va permettre de sortir de cet isolement-là. De venir aussi, moi je vais pouvoir faire le lien avec mes collègues juristes, donc encore une fois d'informer sur ce qui est possible de faire, sur les partenaires aussi qui existent, parce que du coup voilà, il y a tout ce réseau-là qui est très intéressant et important pour justement recréer ce nid-là qui va permettre aux personnes de pouvoir engager des éléments. Sur la thérapie en elle-même, on va accompagner sur les besoins. C'est long une thérapie, globalement. Pas forcément. Pas forcément. Ça va dépendre des manières de travailler. Nous, on est 3 psychologues, on a 3 manières de faire. Du coup, ça va dépendre un petit peu des besoins. Si là, de la profondeur aussi, des blessures. Ouais. Mais c'est payant ou c'est pris en charge? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Sur la page. Nous, on est du coup. Nous sommes subventionnés, c'est la raison pour laquelle. Je pose toujours cette question pour rassurer les personnes qui peuvent nous regarder et se dire mais moi je pourrais jamais me payer les services d'une psychologue pour m'aider, pour m'accompagner. Ça, c'est aussi
parfois un frein. On en parlait, hein, le frein économique, le fait de ne pas avoir de moyens. On se dit, je ne peux pas y aller parce que je ne pourrais pas payer. Donc tout ça, c'est pris en charge. Et c'est très important de le rappeler. Tout à fait. La thérapie, elle passe par quoi? Alors juste la parole, pouvoir en parler, pouvoir échanger. Alors déjà oui, ça va être travailler sur les blessures profondes parce qu'il y a eu justement des traumatismes qui se sont installés. Ça peut être aussi un accompagnement sur un instant T. Ça peut être, moi je j'arrive pas à aller porter plainte, j'ai besoin de soutien à ce moment-là. Ok, du coup un accompagnement ponctuel. Ça peut être aussi sur pendant toutes les démarches qui sont faites, parce qu'il y a beaucoup de choses. On est seul, donc de se sentir soutenu à ce moment-là, ça peut être juste entendu en fait, d'être entendu. Parce que j'imagine que quand on est dans une situation d'emprise ou de violence de manière générale, on n'existe plus. Tu le disais en début d'émission, donc se dire qu'il y a quelqu'un qui nous entend, c'est hyper important. Ouais. Et puis du coup d'accompagner sur le avant, pendant et après. Donc il y a tous ces choses-là qui sont possibles. On n'est pas obligé d'accompagner tout le temps, mais du coup c'est possible. Il y a des gens qui n'ont pas besoin aussi. On va aider un petit moment. Et en fait, non, mais tu t'en sors bien. Ça va. Mais par contre, il y a des gens qui ont beaucoup de ressources qu'ils ne savent, qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes, quoi. Hein. Mais après, c'est sûr quand vous dites de la peur à la parole. Mais une fois que cette parole, elle est libérée quelque part, il y a encore une suite. Bien sûr. C'est-à-dire pas si simple. Voilà, il y a encore une troisième étape. C'est qu'est-ce qu'elles font une fois qu'elles ont posé la parole. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les soins. Moi, je reviens dessus. Il faut vraiment que chacun soit accompagné. Donc, on n'a pas assez de psychologues sur le territoire. Il nous en faut encore et encore. Que la jeunesse polynésienne se forme dans ces... Et qu'on mette des bourses majorées là, à cet endroit, pour qu'il y en ait un peu plus. Alors, et c'est important parce que pour se reconstruire, il faut d'abord se déconstruire quelque chose pour remettre tout ça en place. Et essayer de mettre sa peur de côté et se dire que oui, là j'ai peur tout de suite, mais c'est pour ne plus avoir peur demain aussi. Je pense que c'est très important. Il nous reste 5 minutes, mesdames. Si une femme nous regarde ce soir et justement qu'elle a peur, qu'est-ce que vous voudriez lui dire, Morgane? Elle peut appeler la page, nous on est là pour ça, qu'elle ne nous dérangera pas et qu'elle nous permettra de faire notre métier. De sortir de cet isolement et qu'il y a des perspectives possibles, il y a autre chose qui existe. Il y a de la bienveillance qui existe aussi. Larissa? Que nos foyers sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'elles peuvent y venir et qu'elles sont les bienvenues et que nous leur proposerons un accueil bienveillant et rassurant. Et Tilda, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, si tu as peur, c'est déjà un frein à tout ce que ton potentiel que tu peux développer s'il n'y avait pas ce frein. Donc, ne t'empêche pas de continuer à vivre. Donc, ouvre les portes qu'il faut, les bonnes portes, prends les bonnes décisions et tant pis si tu dois encore te tromper, ça te donnera encore de l'expérience pour pouvoir encore surmonter tes peurs et arriver à être une femme libre de ses choix, libre d'exposer tout le potentiel, tous les dons, tous les talents que tu as en toi. Voilà. Que ce soit femme, que ce soit fille, que ce soit grand-mère, parce qu'à tout âge, on peut retrouver de la violence. Exactement, et puis on peut s'en libérer surtout. La parole n'est jamais une faiblesse. C'est le premier pas vers la liberté. C'est ce qu'on a souhaité dire tout au long de cette émission. Un dernier point, est-ce que tu peux nous rappeler le numéro de téléphone du CIDFF? Alors, le CIDFF est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h au 40 450 120. Vous pouvez prendre rendez-vous ou si c'est urgent, vous pouvez arriver dans l'urgence. On essaiera de vous prendre en urgence. Venir Merci directement. Beaucoup, oui. Le numéro de la page, tu l'as? On va le retrouver, on va le mettre pour les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup à toutes les trois de m'avoir accompagnée sur cette émission essentielle. Encore une fois, n'oubliez pas, de la peur à la parole, et cette parole, elle vous libérera. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même chaîne, pour un nouveau débrief.